Bonsoir, Maghreb vous emmène ce soir au bout du monde, sur les rivages du Sahara marocain. Bienvenue à Dakhla, on est en plein cœur des provinces du sud marocain. Les Marocains l'appellent la perle du désert. Et si les amoureux de la glisse, vous le voyez, viennent y pèleriner chaque année, bien Dakhla c'est aujourd'hui beaucoup plus qu'un paradis pour les kitesurfers. Tourisme, aquaculture, pêche, énergie renouvelable, des secteurs d'activité qui séduisent de plus en plus des investisseurs venus du monde entier. Maghreb, en immersion totale à Dakhla dans le Sahara marocain. C'est un numéro inédit du Mag Maghreb avec les reportages exceptionnels de Johanna Binder, de Johanna Castel, sur des images, de très belles images, de Soufiane Bouhaili. Péninsule du bout du monde, battue par les flots de l'Atlantique, bienvenue à Dakhla. Située sur les rivages du Sahara, Villa Cisneros, comme la nommèrent les colons espagnols en 1884, fut façonnée par les sables du temps, les vents, les eaux et le soleil. Située sous les mêmes latitudes que la Havane, Canton ou Hawaï, la baie marocaine du Sud se loge aux portes de la Mauritanie. La péninsule dépasse à peine les 2 km par endroit. Elle s'étire sur 40 km au sud de l'embouchure du fleuve Oued El Dahab, celui surnommé la rivière d'or. L'histoire de Dakhla est jalonnée de vagues migratoires. Si les premiers habitants étaient d'humbles pêcheurs, ils ont dû céder leur place aux colons espagnols. En 1884, ils entament la construction de la ville, Villa Cisneros, en hommage à l'homme d'État espagnol Francisco Jiménez de Cisneros. Les colons bâtissent une église, exploitent les ressources aquatiques. L'aérospatiale française y installe même une base en 1925, créant une étape entre Casablanca et Dakar. En 1976, l'Espagne se retire du Sahara et redistribue le territoire en accordant 80% au Maroc et 20% à la Mauritanie. Dakhla devient ainsi partie intégrante du Maroc, mais les Sahraouis conduits par le Polisario ne comptent pas en rester là et réclament leur dû. La Mauritanie, sous pression, finit par leur céder sa part du Sahara. Depuis sévit un conflit diplomatique, politique, économique et militaire entre les Marocains et le Front Polisario. Si ce litige territorial perdure encore aujourd'hui, il n'a pas empêché la croissance touristique de la région. Depuis 2008, Dakhla connaît un flux croissant de touristes qui viennent succomber au charme de la péninsule. Le centre-ville d'abord avec son marché municipal dans le quartier Massira, son souk aux vêtements et ses ruelles propres. Il faut ensuite prendre le large. Camping-caristes et kitesurfers occupent la baie et se rejoignent en nombre pour accomplir le Dakhla Downwind Challenge. 500 km de côte entre Dakhla et La Gouira à parcourir en kitesurf, entraîné par la seule force du vent. À la clé, la découverte d'un paysage paradisiaque avec ses sublimes dunes et ses plages de sable blanc sans fin. Pour les rêveurs, les matinaux et les pêcheurs, la marée basse nous livre ses trésors, une faune aquatique exceptionnelle qui fait de Dakhla le premier fournisseur des richesses maritimes du Maroc. Plus surprenant encore, l'agriculture de tomates cerises qui bat son plein. Dakhla abrite d'ailleurs l'une des plus grandes fermes d'agriculture d'Afrique. Les oiseaux s'y sont donné rendez-vous et il n'est pas rare d'observer des assemblées de flamants roses. Sur la route du Sud, le voyageur pourra tenter de se perdre dans une lointaine excursion vers les plages infinies de Puerto Rico à 80 km au sud de Dakhla pour atteindre le point de non-retour, l'ultime bivouac, isolé et désertique sur la route du sud de la Mauritanie, là où le Sahara reprend ses droits.
Il sera opérationnel d'ici 2028. Derrière moi, le port de Dakhla Atlantique. Il va tout simplement révolutionner l'économie régionale. Les investisseurs du monde entier ne se sont pas trompés. Ils se sont donné rendez-vous ce week-end dans le cadre du Forum d'investissement et de promotion pour découvrir ou redécouvrir les potentialités économiques d'un sud marocain en pleine expansion. Dans son plus bel écrin, la perle du désert s'expose étincelante aux yeux des convives venus du monde entier. C'est un grand honneur pour moi de vous accueillir ici à Dakhla pour évoquer les grands atouts économiques de notre région. Mettre en exergue le potentiel économique de Dakhla et de sa région, c'est l'objectif de cette deuxième édition des Journées de la promotion et de l'investissement. Créer le livre des atouts économiques de Dakhla, le livre blanc, et nous avons fait une première édition qui a attiré un monde extraordinaire, qui sont venus de partout, du Canada, du Mexique, des États-Unis et même d'Israël, pour la première édition. Et le soir même de la première édition, on nous a appelés, on nous a dit « Vous avez le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste ». Donc c'est quand même extraordinaire, ce qui prouve que nous sommes ici sur une terre magique où ce que vous investissez est rentable. Et comme un signal fort envoyé aux investisseurs, la présence de l'ex-patron du FMI, Dominique Strauss-Kahn. Pour l'homme qui souffle aux oreilles des gouvernements étrangers, Dakhla a tout pour plaire. Il y a évidemment la pêche, les ressources halieutiques sont considérables. Il y a la construction du port qui est en train de se mettre en œuvre, 2 millions de tonnes par an, c'est quand même beaucoup. Et à partir de là, on a un développement envisageable qui repose sur l'ensemble de la région. Il y a une usine de désalinisation d'eau de mer, 5000 hectares qui vont être irrigués. Bref, il y a la volonté du royaume de développer cette province et il y a une opportunité, je crois, assez grande. Après, peut-être que demain, les champs pétroliers qu'on a trouvés au Sénégal et en Mauritanie remonteront jusqu'ici. Là, ce serait une opportunité plus grande encore. On n'en est pas là, mais déjà, il y a de quoi faire. Avec son littoral et sa baie de 400 km², Dakhla, c'est l'Éden des sports nautiques et de l'écotourisme. Kitesurf, pêche, observation ornithologique. En 2030, la capacité hôtelière atteindra les 5000 lits, soit 5 fois plus qu'aujourd'hui. Dakhla, c'est aussi l'une des zones les plus poissonneuses au monde, avec une capacité de pêche pouvant atteindre les 600 000 tonnes. Véritable fief de l'huître marocaine, car Dakhla abrite aussi 50% de l'aquaculture nationale. Dakhla va abriter pratiquement 80% des projets aquacoles à l'échelle nationale. Pourquoi ? Parce qu'elle dispose d'un écosystème qui favorise le développement et la croissance de plusieurs espèces, l'aquaculture, la palourde européenne, les algues. Dakhla, c'est aussi l'une des villes les plus ensoleillées et les plus vantées du royaume. Une aubaine pour l'énergie solaire et éolienne. On sait que l'Union européenne, à partir de 2026, va commencer l'implémentation de la taxe carbone. Donc c'est sûr qu'un des vrais leviers de compétitivité de cette région, c'est de pouvoir mettre à disposition des investisseurs des infrastructures qui vont être complètement alimentées par de l'énergie verte. En arabe, Dakhla signifie entrée, un nom prémonitoire au vu de sa situation géographique aux portes de l'Afrique subsaharienne. Oui, c'est une porte, c'est une sorte de porte d'entrée de l'Afrique. Et je constate que en matière d'investissement, il y a beaucoup d'investissements qui sont donc prévus à Dakhla. Nous avons à ce jour des réalisations qui augurent un avenir meilleur. Et je pense que c'est aussi des opportunités qui s'offrent à toute l'Afrique. L'Afrique bouge et bouge à travers le Maroc qui est devenu le hub qui nous permet justement aujourd'hui de penser l'Afrique autrement. Et pour se donner les moyens de ses ambitions africaines, Dakhla s'est lancé dans un projet pharaonique. Pour doper l'économie des provinces du Sud, le roi Mohamed VI n'a pas lésiné sur les moyens. 1 milliard d'euros. C'est le coût estimé du nouveau port Dakhla Atlantique. Ce sera le deuxième plus grand port du Maroc, après Tangemed. Et qu'il faut savoir que ce port va être livré dans les 5 prochaines années avec une zone industrielle et logistique de plus de 1600 hectares. Cette zone industrielle va permettre à plusieurs types
d'industries et d'entreprises de s'installer et d'utiliser le port comme un vrai levier de compétitivité pour exporter, surtout vers l'Afrique de l'Ouest, qui est considéré un des grands marchés porteurs dans l'avenir. En l'espace de 48 heures, les investisseurs l'ont bien compris. Un vent nouveau souffle sur Dakhla. Si Dakhla et les provinces du Sud entament aujourd'hui leur grande marche vers le développement, c'est d'abord et avant tout grâce à une autre marche, la marche verte. Elle a été lancée il y a 48 ans par le roi Hassan II pour rétablir la souveraineté sur le Sahara marocain. Elle est aujourd'hui omniprésente dans la conscience collective des Marocains. Explication en images avec Johanna Binder. Coran à la poitrine, il s'apprête à franchir la frontière qui sépare le Maroc du Sahara espagnol. 6 novembre 1975, 350 000 civils marocains s'élancent à l'appel du roi Hassan II pour une marche dans le Sahara occidental. Une marche à la couleur de l'étoile marocaine, la marche verte. Un an plus tôt, l'Espagne entame le processus de décolonisation. Hassan II fait connaître les prétentions du Maroc sur le Sahara espagnol et conclut un accord secret de partage avec la Mauritanie. Le Front Polisario, mouvement de libération nationale du peuple sahraoui, créé en 1973, exige la création d'un État sahraoui. C'était de poser clairement la question, et aussi simplement dans la forme que celle qu'avait posée le général de Gaulle aux Algériens: voulez-vous rester français ou être indépendant? C'est dans notre esprit la façon dont nous voulions aborder ce problème, en posant la question bête, stupide, aux gens du Sahara: voulez-vous demeurer colonisés ou voulez-vous revenir au Maroc? Et à aucun moment, il ne s'est agi pour nous de leur donner le choix entre tel ou tel pays. Pour eux, le choix était entre telle ou telle situation juridique. En 1975, une mission d'enquête de l'ONU se rend au Sahara et dans les 3 pays concernés, Maroc, Espagne et Mauritanie. Quelques mois plus tard, la Cour internationale de justice rend un avis consultatif favorable au Maroc. La CIJ reconnaît que le Sahara occidental n'était pas terra nullius avant la colonisation espagnole et qu'existaient des liens juridiques d'allégeance avec le Maroc. Dans les heures qui suivent la publication de l'avis, Hassan II annonce aux Marocains qu'il est temps de prendre possession du territoire. Le monde entier a reconnu que le Sahara était en notre possession depuis très longtemps. Le monde entier a reconnu qu'il existait des liens entre le Maroc et le Sahara qui n'ont été altérés que par le colonisateur. Il ne nous reste qu'à entreprendre une marche pacifique du nord au sud pour nous rendre au Sahara et renouer avec nos frères. L'appel de la marche verte est lancé. Son enjeu, au-delà de la reconquête territoriale, le consensus national autour de la marocanité du Sahara occidental. C'est un plébiscite pour Hassan II. Une semaine plus tard, Maroc, Espagne et Mauritanie signent les accords de Madrid qui prévoient la partition du territoire entre le Maroc et la Mauritanie. Après 3 ans de guerre d'usure, Nouakchott cède finalement sa part au Polisario, territoire que le Maroc s'empressera d'occuper. À partir des années 80, Hassan II fait construire une immense muraille de sable qui fend le Sahara sur 2700 km. Les tentatives de négociation sous l'égide de l'ONU se soldent depuis les unes après les autres par un échec. Pour commémorer la marche verte, le 6 novembre est devenu le jour d'une fête nationale au Maroc. Dakhla, c'est d'abord et avant tout une véritable mecque pour les kitesurfers. Chaque année, ils se retrouvent ici sur cette lagune. Et nous, on a donné rendez-vous ici, sur cette même lagune, à Soufiane Khamaini. Salut Soufiane. Salut, bonsoir Cyril. Premier champion du monde marocain de kitesurf. Vous êtes également le président de la fédération de cette discipline. De l'association. Voilà, vous avez découvert Dakhla à bord de votre kitesurf, si j'ose dire. Exactement, ça s'est passé en fait en juin 99 que j'ai commencé. Et 2 mois plus tard, c'était la découverte de Dakhla. Une belle lagune avec des dauphins, du vent régulier.
Et depuis, l'histoire s'est développée, cet endroit s'est développé énormément. Et aujourd'hui, ça tourne principalement autour du kitesurf, en sachant que Dakhla offre des conditions exceptionnelles. Alors justement, qu'est-ce qui fait de Dakhla ce spot tant prisé par les amoureux de la glisse qui viennent du monde entier? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier? Ouais, en fait, déjà, pour les kitesurfers, on cherche d'abord le vent. Et ici, le vent, il est toute l'année. Soleil, bien sûr, pour des bonnes vacances de kitesurf. Et surtout, comme on voit derrière moi, c'est une lagune super sécurisée. C'est de l'eau plate, il n'y a pas de vagues. Donc, c'est bien pour l'apprentissage. Et surtout que c'est un endroit sûr où on a du vent tout le temps, quoi. Donc quand on prévoit des vacances de kitesurf, c'est le premier endroit au monde où on est sûr d'avoir des bonnes statistiques de vent toute l'année. Cette passion pour le kitesurf, tu as eu envie de la partager en ouvrant cet hôtel, Dakhla Spirit, qui est le rendez-vous des kitesurfers venus du monde entier, avec une trentaine de chambres. C'est ça aussi, aimer le kitesurf, c'est pouvoir proposer à ceux qui l'aiment de venir passer du bon temps ici? Exactement. Donc en fait, moi depuis que j'ai découvert cet endroit ici, là, il y a maintenant 24 ans que je n'ai pas arrêté d'y retourner pour mes entraînements et tout. Et depuis 2008, on a établi une première unité qui est ici à Dakhla Spirit. Et d'ailleurs, je l'ai appelé Dakhla Spirit, Spirit, c'est l'esprit. C'est l'endroit que j'ai créé pour partager justement l'esprit, comment moi je vois cet endroit. Et c'est un endroit de partage. Grâce au sport, en fait, tout le monde devient pareil, tout le monde partage la même passion. Ici, tout le monde est pieds nus, tout le monde est en short. Donc il n'y a pas vraiment de différence entre le patron de boîte, l'étudiant, et ça c'est vraiment unique. Tout le monde partage la même passion, tout le monde part de la même passion. L'unique stand-in qu'il y a, c'est qui a sauté le plus haut, c'est qui a fait le ride le plus rapide, et c'est quand même incroyable. Ouais. Alors ton nom est associé également à une initiative sportive. C'est le Dakhla Downwind Challenge qui a lieu chaque année au mois d'août. Tu vas nous rappeler la date. Et c'est une date qui coïncide avec un événement historique pour le Maroc. Exactement. Donc en fait, le Dakhla Downwind Challenge, c'est un événement que j'organise à travers l'association marocaine de kitesurf maintenant depuis. Cette année d'ailleurs, en 2023, on aura la 8e édition. C'est un événement qui se passe sous le patronat de Sa Majesté, le roi Mohamed VI. Et c'est un événement en fait, qui est fédérateur. C'est un événement qui tourne autour du partage. C'est un challenge. On fait 500 km, on part d'ici et on termine à la frontière entre le Maroc et la Mauritanie, à Al-Gouira. Et c'est un challenge en fait où tout le monde, on doit juste terminer cette distance. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Le but c'est de se rencontrer, de partager. D'ailleurs, on a eu l'occasion en fait et l'honneur de recevoir une équipe israélienne, le premier organisme à recevoir une équipe israélienne sportive pour participer à un événement sportif au Maroc après la reprise des relations en 2020. Et c'était magnifique, c'était vraiment un moment magique pour nous tous. Et aussi cet événement est très important parce que le 14 août, c'est la date de la récupération de la région de Dakhla Ouadda par le Maroc. Et c'est un événement, c'est une journée très importante pour nous, pour tous les Marocains. Et ça me fait énormément plaisir de participer à la célébration de ce jour tellement important. Merci Soufiane Khamani de nous avoir accordé cette interview. Merci à vous. C'est le premier secteur d'activité de Dakhla, la pêche, qu'elle soit traditionnelle ou industrielle. Difficile, quand on visite la ville, de passer à côté de ces petites ou de ces grandes embarcations. On est avec Hamdi, pêcheur de père en fils, qui nous fait l'immense plaisir de nous sortir en mer aujourd'hui. Alors Hamdi, qu'est-ce qu'on va pêcher aujourd'hui? Poisson chat, le corwin, la carangue, grande carangue, le dorade, page royale, le mérou. Ouais, mais ça, c'est des gros poissons quand même. Il faut... Vous les pêchez comment? À la ligne, à la canne? Les deux, la ligne et la canne. Et là, aujourd'hui, on va pêcher à la ligne? Oui. À la main? À la main. Mais il faut quand même des muscles pour tirer ces gros poissons. Oui. Allez, on y va. Merci Hamdi, merci. Maintenant, on est au-dessus d'un vivier. On va découper notre calamar pour l'accrocher à l'hameçon. On coupe comme ça en lamelles. On le met à l'hameçon. جوج 2 3 c'est bon.
comme ça. Allez. Avec. Regarde. C'est de la folie ça. Hein? Mais c'est de la folie. Bismillah. Il a à peine jeté. Attends. Oh là là, attends, c'est incroyable. C'est quoi ça? كوربين. اختلت Voilà, Soufiane, il a attrapé un gros là. برافو سفيان. اختلت تحت. Bravo عليك. كارونغ هذه. كوربين ولا لا؟ لا كارونغ هذه. كوربين. Oh, il voit. Non, c'est pas Courbine ça. C'est un mérou. Oh là là, c'est un mérou. C'est quoi? Incroyable. Qu'est-ce qu'on a pris là, Soufiane? Une carangue. Une carangue? Ouais. Combien de kilos à peu près, Hamdi? Oh, elle est tombée. 6-7 kilos. 7 kilos? Ah oui, 6-7. Ah ouais. Elles ont conquis le palais des Marocains. Mais que sont donc bien venus faire des huîtres dans ce paysage entre mer et désert? Eh bien, figurez-vous que sur cette lagune de Dakhla, ces coquillages sont dans leur parfait élément, si bien que Dakhla est devenu le premier site de production ostréicole dans le royaume chérifien. Pour comprendre comment ces huîtres sont élevées dans ces conditions climatiques tout à fait particulières, on a donné rendez-vous à Driss. Bonjour Driss. Comment allez-vous? Bon. Vous dirigez ce parc ostréicole, le parc atlantique, parc ostréicole atlantique. En quelle année les huîtres ont fait leur apparition à Dakhla? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله احنا كنتواجدوا حاليا يعني في بحيرة الداخلة الجميلة. Oui, grâce à Dieu, nous sommes ici à Dakhla la Belle, au parc ostréicole de la société Dakhla Company. يعني مدة في سنة 2002 تم يعني إحياء هذا القطاع. En 2002, ce secteur a été relancé dans la ville de Dakhla avec le soutien des bonnes personnes responsables de l'aquaculture. Dieu merci, et grâce aux efforts, il y a de plus en plus de parcs ostréicoles. Ici, nous produisons des huîtres de grande qualité, grâce notamment à notre emplacement stratégique et aux superviseurs sur le terrain. Alors, il y a quelque chose d'incroyable dans cette huître de Dakhla, c'est qu'elle est prête au bout de 9 mois, voire d'1 an, alors qu'ailleurs, à Arcachon par exemple, il faut 2 ans pour pouvoir déguster une huître. بطبيعة الحال هذا قلت سابقا هذا يعود إلى البحيرة يعني النظيفة والنقية. Oui, bien sûr, et cela est dû à l'emplacement du parc. Ici, l'eau est propre et pure, et donc cela aide les huîtres à se développer rapidement, car le plancton est riche dans cette immensité de l'océan, qui oscille entre marée haute et marée basse. Il y a aussi le savoir-faire de nos employés, et grâce à Dieu, tous ces facteurs favorisent en effet une croissance plus rapide des huîtres. Au niveau du goût, Driss, au niveau du goût, de la taille, en quoi elles sont différentes ces huîtres du reste des huîtres qu'on peut trouver en France ou ailleurs? Oui, grâce à Dieu, nos produits sont de très grande qualité, avec une salinité moyenne. Nos huîtres sont élevées, comme vous le disiez, dans les meilleurs délais, ce qui nous permet de les exporter en très grande quantité sur l'ensemble du territoire marocain. Merci Driss, à bientôt. Merci à toi aussi, merci beaucoup. Voilà, notre périple à Dakhla touche à sa fin et fidèle à notre tradition dans l'émission, c'est toujours la musique et les musiciens qui ont le dernier mot. On se retrouve la semaine prochaine depuis Tel Aviv.
À jeudi prochain. Shalom. Slama.